Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Très heureux de vous accueillir pour cette émission du vendredi 17 janvier 2025. Ce soir, je vais recevoir Mathieu Dubois, président de l'association A Victime. Alors, Gérard de l'association Cher à tout cœur, eh bien, était avec nous, mais il a un gros souci Internet et de connexion. Donc, malheureusement, il ne peut pas être avec nous ce soir. Donc, je vais rester avec Mathieu. Et de ce fait, on va revenir sur son parcours, sur la période Covid, sur l'association A Victime. Et cette émission entre dans le cadre d'un événement dont on va parler durant cette émission, à savoir le samedi 1er février 2025, eh bien, les rencontres citoyennes internationales à Vierzon, où plusieurs sujets seront traités. Donc, merci de mettre un pouce, de partager l'émission et de vous abonner à la chaîne. Je remercie aussi les modérateurs qui sont chargés de modérer les commentaires, sachant que nous sommes en pleine période d'invisibilisation, de censure, voire même de menace de voir la chaîne sauter. Donc, merci de rester vigilant dans vos propos ou alors de vous abstenir de commenter si jamais YouTube censure avec les algorithmes. Ensuite, le rituel de cette émission. Nous avons les ouvrages. Derrière moi, à ma gauche, Christine Coton, tous vaccinés, tous protégés, point d'interrogation. Patrick Jolan avec Pourquoi avez-vous détruit ma vie avec Marie-Charlotte Boutier, Patrick Jolan, Anne-Marie Yim et Ronald Guillaumont. J'avais fait une émission avec eux l'année dernière. Patrick Jolan, Dilution mortelle en toute impunité. En dessous, Jean-Christophe Coubry, au nom de toutes les victimes. À côté de Chroniques de médecine contestataire. Je pense librement donc je soigne mieux du docteur Vincent Reliquet. À ma droite, La guerre secrète contre les peuples de Claire Sévrac, à côté d'Edward Snowden. En dessous, Robert Kennedy sur Anthony Fauci, Bill Gates et Big Pharma, leur guerre mondiale contre la démocratie et la santé publique, à côté de Claire Sévrac, complot mondial contre la santé. Je rappelle également à titre personnel que je n'ai aucun lien d'intérêt avec Mathieu Dubois, ni même avec l'association A Victime, sachant que à titre personnel, j'ai été un personnel suspendu pendant la période Covid, donc forcément, ce sujet me tient à cœur. Pour autant, je n'appartiens à aucune corporation, je suis apartisan et asyndical, donc je ne suis pas franc-maçon, ni membre du Rotary Club, Lions Club ou de quelque réseau que ce soit. Mon casier judiciaire est vierge, je ne suis pas suicidaire et je rappelle que mon invité est entièrement responsable de ses propos durant l'émission. Donc dans un instant, Mathieu Dubois va nous rejoindre. En attendant, à tout de suite. Bonsoir Mathieu, merci d'être là. Alors Gérard, on va refaire un test, mais est-ce que Gérard c'est bon? Ouais. Il a essayé. Moi je vous entends bien. Vous entendez bien Gérard? Ça va? Je vous entends bien avec un léger décalage. Ouais, avec un léger décalage, mais voilà. Bon bah tant mieux. On a mis en direct. Voilà, on est en direct. Donc je vais mettre votre micro en mute, en muet. Donc, je vais d'abord m'adresser à Mathieu. Merci. Alors, Mathieu, est-ce que déjà vous pouvez vous présenter? Déjà, merci à tous les deux d'être présents pour cette émission, sachant que je vous adresse mes meilleurs voeux pour 2025 et bien entendu la santé. C'est le sujet de cette émission, bien entendu. Alors, Mathieu, je vais vous demander de décliner vos liens d'intérêt potentiels au-delà de l'association et de vous présenter pour nos spectateurs. Merci. Alors, merci Nicolas, déjà, et merci à Gérard. Bonsoir à toutes et tous. Alors déjà, j'ai aucun lien d'intérêt nulle part. Je suis ni franc-maçon, ni Rotary Club, ni Lance Club, etc. Je suis un simple citoyen lambda qui est victime également d'une injection, donc Moderna. Alors, je suis Mathieu Dubois, je suis président de l'association A Victime, donc AAVIC, plus loin TEAM. Donc, nous sommes basés dans l'Allier, à côté de Moulins précisément.
Donc, comme je l'ai dit, moi, je suis également une victime directe de l'injection Moderna. Alors, il faut savoir que l'association, à ce jour, compte plus de 650 adhérents sur toute la France et les DOM-TOM. Nous faisons également tout ce qui est Covid long. Ce qui est important de pas les oublier, Covid long post-viral, parce qu'évidemment, il y a des gens qui souffrent aussi au quotidien. Il faut surtout pas les oublier. Et aujourd'hui, voilà, je suis fier d'être à la tête de cette association. Alors, comme on l'a dit en off, Nicolas, on aurait préféré évidemment que cette association n'existe pas. Évidemment, on aurait préféré, ce que ça veut dire que tout se passait pas trop mal, du moins. Et là, évidemment, depuis maintenant 2 ans qu'on existe, donc depuis fin décembre 2022, on a créé cette association parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de retours sur les effets secondaires suite à la vaccination Covid et au Covid long. Très bien. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous préciser ce que veut dire AAVIC exactement? Bien sûr. Donc, la AAVIC, je tiens à saluer nos avocats aussi, qui c'est grâce à eux aussi qui ont fait les statuts et ont trouvé ce nom, parce que nous, avec Claire, au départ, on voulait mettre quelque chose de plus direct, et ils ont trouvé quelque chose vraiment qui, voilà, veut dire les choses, mais moins directement. Donc là, donc AAVictime, c'est l'association de l'allié, des victimes directes ou indirectes coronavirus Covid-19. D'accord. Voilà. Donc direct, le virus, et indirect, la vaccination Covid. D'accord. Ok. Alors justement, je vais m'adresser à Gérard. Je vais essayer que ce soit dynamique parce que comme vous avez un impératif, Mathieu, à 20h30, on va essayer de faire en sorte que cette émission aille à l'essentiel puisqu'elle est dans le cadre de l'événement qui a lieu donc le 1er février 2025 à Vierzon, dans le Cher, si je ne dis pas de bêtises, sachant qu'à Vierzon, il y a déjà eu une édition. Donc là, c'est la 2e édition de ces rencontres. Donc Gérard, votre micro est ouvert. Voilà, vous allez pouvoir vous présenter comme Mathieu vient de le faire, décliner vos liens d'intérêt potentiels et nous expliquer un petit peu qui vous êtes et surtout que fait l'association Cher à tout cœur. À ne pas confondre avec À tout cœur qui est une autre association. Je faisais le lapsus, donc c'est Cher à tout cœur. Je vous en prie. Oui, c'est Cher à tout cœur. L'association a été créée autour du collectif de réflexion 23. Moi, je n'ai strictement aucun conflit d'intérêt avec quoi que ce soit. À la base, j'ai un métier qui n'a rien à voir avec le médical. Et je suis retraité. Et je me suis rapproché des collectifs. Et avec les collectifs, on faisait des petites réunions, on invitait des gens qui étaient autour de la vaccination. On a fait des petites manifestations, enfin pas que des petites d'ailleurs, pour essayer de sensibiliser les femmes, la vaccination des femmes enceintes, la vaccination des enfants. On faisait des petites manifestations, ronds-points et ainsi de suite. Et après, on a essayé d'inviter des personnes. On s'est aperçu de quelque chose, c'est que si on voulait faire des choses un peu plus importantes, il nous fallait une association. Ne serait-ce que pour un problème d'assurance, ainsi de suite. Et c'est là qu'a été créé Cher à tout cœur. Pour l'instant, on est une 70 adhérents. Et on a eu l'idée très, très prétentieuse l'année dernière de monter un truc un peu plus gros. C'était même complètement culotté, parce que vu les finances qu'on a, qui n'existent pratiquement pas, on a réussi quelque chose quand même de très, très, très intéressant et ça a fédéré beaucoup de choses. Et je pense que ça a permis l'ouverture à d'autres personnes de monter des collectifs ailleurs. Voilà. Très bien. Et tout ça, c'est axé bien évidemment sur le délire médical qui s'est passé au niveau de la vaccination. Nous, on était axé beaucoup à une époque sur les enfants. Alors, merci Gérard. Je vais revenir vers Mathieu, s'il vous plaît. Voilà. Parce que Mathieu, j'aimerais comprendre déjà comment vous avez vécu cette période Covid. Donc, en mars 2020, forcément, ça va faire 5 ans dans quelques semaines. 5 ans, ça paraît à la fois très lointain et en même temps, on a l'impression que c'était hier. C'est encore la réflexion que je me faisais hier. D'ailleurs, on a l'impression que ça fait juste 2 ans ou 3 ans que ça s'est produit, alors que ça remonte à 5 ans. 5 ans après, donc, pouvez-vous nous expliquer un petit peu le 16 mars 2020, l'allocution présidentielle que personne n'a oubliée, les premiers temps du confinement, etc., jusqu'à la première injection. Quel était votre état d'esprit? Est-ce que l'injection, vous aviez été forcé ou est-ce que c'était de votre propre volonté? Expliquez-nous tout ça, s'il vous plaît.
Bien sûr, Nicolas. Alors, comme tout le monde, on a subi des choses, voilà, à partir du 16 mars 2020. Alors, moi, j'ai quand même continué de travailler parce que je travaille dans le transport, donc dans le transport à la demande et dans le transport de bus. Donc, moi, je me suis pas arrêté de travailler. Il faut savoir, donc pour emmener les gens faire leurs cours, choses comme ceci. Alors, moi, je l'ai vécu pas trop mal dans le sens que j'ai une maison et que on avait la chance d'avoir un terrain, donc de pouvoir sortir un petit peu quand je ne travaillais pas, être dehors. Mais évidemment que je pensais beaucoup à toutes les personnes qui étaient enfermées entre quatre murs durant cette période. Et puis bon, évidemment, avec le recul, comme vous l'avez très bien dit, Nicolas, on a l'impression que c'est hier, mais ça fait déjà 5 ans. Moi, je me souviens toujours, c'est qui m'a beaucoup marqué, c'est tous les soirs à la télé à 20h, où on avait Monsieur Véran et Monsieur Salmon qui venaient annoncer le nombre de morts et le nombre de Covid tous les soirs. Et j'avoue, moi, le premier, avec ma famille, on regardait au départ. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, c'est hyper anxiogène. J'ai dit, de toute façon, il y a quelque chose qui... j'ai dit, du coup, on arrête de regarder ça. Et nous, on avait trouvé sur une note un peu plus sympathique. On a des voisins adorables et on s'était mis tous les soirs à 20h pendant l'allocution. Du coup, on buvait un coup sur le trottoir, alors les uns les autres en face, et on trinquait en fait tous les soirs ensemble pour éviter de regarder les allocutions qui se faisaient tous les soirs. Comme ça permettait de garder ce lien et de pouvoir penser à un petit peu autre chose et de parler autre chose que du Covid. Alors, comme je vous l'ai dit, moi j'ai travaillé tout le temps, donc j'ai pas eu cette coupure de 2 mois. Voilà, ma femme et mon fils, moi, étaient à la maison, donc bon, eux, ils l'ont pas trop mal vécu. Bon, bien sûr, au début, beaucoup de questions. Et donc moi, pour être franc avec vous, l'injection, je dis bien injection, parce qu'aujourd'hui ça prouve bien que c'est pas un vaccin mais une injection. J'avoue que j'étais pas très chaud pour la faire. Je reconnais que en fait, étant quelqu'un de très rationnel, je me disais ils ont sorti quelque chose de très rapide, passant outre toutes les autorisations et les validations, comme Christine Coton l'avait dit à l'époque, ou tant de médecins. J'ai pendant ce temps-là, moi, donc l'été passe et je me dis, non, pour l'instant, je le fais pas. On n'avait pas d'obligation vaccinale, mais je le fais pas. Et arrivé en septembre, donc exactement le 10 septembre 2021, alors j'en veux pas du tout à qui que ce soit. J'ai mon chef qui me dit, Mathieu, tu as beaucoup de personnes âgées avec ton métier. On t'oblige pas, mais vu les personnes très âgées dans la population que tu emmènes et dans les clients, ça serait mieux de le faire. Et peut-être bêtement aujourd'hui, évidemment, avec le recul, on se dit bêtement, j'ai cédé, on y était avec une collègue, où le jour J, moi, j'avais pas peur des aiguilles, donc j'avais aucune appréhension, au-delà du fait de dire que, ouais, je suis un peu sceptique quand même. L'injection se passe bien le jour J, j'ai pas de souci particulier. Voilà, je me dis c'est fait, et puis en avant, quoi. Et en fait, moi, j'ai commencé à avoir des symptômes dès le lendemain matin. En ayant une forte douleur, en me réveillant le matin, j'ai une forte douleur au niveau du mollet gauche, du côté de l'injection. Et bon, je dis à ma femme, tiens, j'ai une forte douleur, ça m'interpelle quand même. Mais je me dis, bon, c'est peut-être une contracture dans la nuit, ou peut-être voilà un effet du vaccin, mais de l'injection. Mais bon, voilà, ça en reste là. Je fais ma journée. Normalement, mon fils était dans les scouts à l'époque. Et il fait super beau, je m'en souviens. Enfin, je peux pas oublier cette journée. Il fait très très beau. Et puis le soir, mais je suis épuisé, mais un épuisement comme j'ai jamais ressenti. Vraiment, je sens quelque chose en moi. Je peux pas vous l'expliquer comme ça, mais je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est le 11 septembre 2021, ça. C'est ça, exactement. Le lendemain, en plus une date qu'on peut pas oublier non plus tous, hein, évidemment. Donc le soir, je me couche très fatigué. Et le lendemain, je me sens encore vraiment très fatigué. On avait un repas de famille prévu. J'ai dit, écoute, non, je me sens pas capable de y aller. Et pourtant, il faisait doux, il faisait beau. Enfin, bon, bref, moi, il faut savoir que tout allait très bien dans ma vie. J'allais à la salle de sport, j'allais courir le dimanche. J'aimais mon métier, j'ai une famille formidable, des amis formidables. Enfin, tout allait très bien dans ma vie. Ni suicidaire non plus. Enfin, voilà, très, très, très bien. Et en fait, le lundi matin, je me réveille. Et là, j'ai une douleur qui va du mollet, mais jusqu'en bas du dos, côté gauche. Et là, je me dis, Mathieu, il y a quelque chose. Mais je vais quand même travailler parce que je suis pas le genre à m'arrêter comme ça. Et puis, je fais ma journée de travail et ça va de moins en moins bien. Et puis, mes collègues me disent, Mathieu, tu peux pas rester comme ça. Vu ton état, il faut que tu ailles voir un médecin, quelque chose. Et je vais voir un médecin de garde le soir à 20h qui me dit, bon, oui, vous avez fait une petite réaction au vaccin, mais dans 5 jours, c'est fini. Et qui me rappelle évidemment
alors je tiens à le dire, ma femme n'est pas vaccinée, qui me dit ah mais le vaccin c'est important, ça sauve des vies, si vous le faites pas, etc., comme d'habitude. Et le lendemain, eh ben là c'est la jambe droite où j'ai exactement les mêmes douleurs que dans la jambe gauche jusqu'en bas du dos. Et là je me dis bah il y a bien quelque chose quand même. Donc il pense à une thrombose, donc je vais faire des tests, ce n'est pas une thrombose. Je vois mon médecin donc du coup une journée après et lui il me parle d'un syndrome de Guillain-Barré, qui est un syndrome neurologique pour les gens qui ne connaissent pas, qui est quelque chose de très invalidant. Et en fait, il me dit la manière que ça arrive, voilà, le côté gauche, puis le côté droit. J'ai mal dans le bas du dos maintenant. Il me dit, je chantais plus, j'avais beaucoup moins de force, j'avais beaucoup de mal à marcher. Et il me dit, bah, va voir une neurologue demain parce que ouais, il dit, ouais, il y a quelque chose qui se passe. Bon, la neurologue, malheureusement, ça s'est pas très bien passé parce qu'elle avait beaucoup de mal à croire que le vaccin avait pu créer quelque chose. Donc malheureusement, bon voilà, je vais à l'hôpital, on me dit il me garde plus, il me laisse sortir. Enfin bon voilà, je passe tous les détails, mais c'était pas très agréable. Et ben 2 jours après, je ne marche quasiment plus. Donc il faut savoir qu'à l'époque j'avais 37 ans. Et là je me dis mais comment tout s'effondre. Je me dis mais je vais finir en fauteuil, je vais finir, enfin tout s'effondre. Et par mes propres moyens, je décide de contacter une autre neurologue à Vichy qui me reçoit là par le biais de quelqu'un qui connaissait. Du coup, j'ai un rendez-vous sous 15 jours au lieu de 6 mois. Et elle me confirme, moi j'ai un papier qui me confirme donc le premier rendez-vous, donc c'était début octobre, comme quoi j'ai bien des problèmes neurologiques post-vaccinal. Donc là, voilà, je me dis, je suis pas fou, ça vient bien il y a bien quelque chose qui se passe. Et puis bon, je passe tous les détails, mon état se dégrade, ça remonte dans les bras, dans la nuque, j'ai des fasciculations, des tremblements, des brûlures, des fatigues extrêmes, ce qu'on appelle les asthénies. Et tout ça dure. Bon, j'essaie plein de médecines parallèles. Vraiment, j'en vois une trentaine. Je prends des protocoles de certains médecins. Enfin voilà, bref. Et malheureusement, rien ne s'améliore. Et puis au bout d'un moment, j'ai quand même un médecin dans le Cher d'ailleurs, qui est très bien, que je dois connaître très très bien Gérard, qui me dit Mathieu, mais est-ce que tu as pensé à faire une biopsie? Et non, j'ai dit non, personne m'en a parlé. Et là, je fais une biopsie des petites fibres à Saint-Étienne. Et là, au bout de 28 mois, donc c'est 28 mois plus tard, on me dit Monsieur Dubois, vous avez bien une neuropathie des petites fibres, sûrement causée par l'injection, même s'ils sont très prudents dans le commentaire en disant vous, ça arrivait très vite, c'est un peu bizarre, mais bon, on a déjà observé des neuropathies des petites fibres à cause des vaccins. Et donc je me dis là, je pleure toutes les larmes de mon corps en me disant mais en fait, j'étais pas fou. Enfin, je le savais, mais enfin, j'ai un diagnostic de poser. Et en fait, je rencontre un autre docteur sur Paris qui me fait faire un TEP IRM, un TEP scan, et j'ai une confirmation que j'ai également une encéphalomyélite myalgique, comme Marie-Charlotte, comme Laure, comme tant d'autres. Donc en fait, l'encéphalomyélite myalgique, c'est un problème neurologique aussi. Donc, en plus, il me dit qu'il peut avoir un lien avec la neuropathie des petites fibres. Alors moi, je suis touché, mais moins que Marie-Charlotte ou Laure et d'autres. Mais on a ce qu'on appelle des hypométabolismes dans le cerveau et des zones blanches. Et c'est ce qui accélère en général le vieillissement du cerveau et qui peut provoquer, par exemple, des Alzheimer précoces et d'autres soucis qui est lié avec d'autres organes du corps humain. Donc voilà un petit peu le diagnostic. Moi, je suis malade. Je me déplace avec une béquille au quotidien. Je suis reconnu aujourd'hui, j'ai été licencié pour inaptitude. Je suis reconnu en invalidité catégorie 2. Donc voilà, on m'a dit que après, je serai handicapé à vie. Attendez Mathieu, je voudrais qu'on répète quand même pour les spectateurs. Vous avez été licencié pour inaptitude. Oui, au vu de mon état de santé. Ça s'appelle de la discrimination, ça. Alors, il y a une forme, oui. Après, pour être franc avec vous, Nicolas, j'ai eu un médecin du travail qui a été très bienveillant. Pourtant, c'est quelqu'un qui a vacciné et qui le regrette aujourd'hui, faut le dire. Moi, clairement, vraiment, il me l'a dit droit dans les yeux, qu'il le regrettait infiniment. En fait, au vu de mon état de santé, moi-même, je me faisais plus d'illusions et voilà, clairement, alors, sur le coup, on prend une claque, hein, évidemment, on en a pris quelques-unes et je me dis, oui, il me dit ça, il me dit, vu les pathologies graves que vous avez, il dit, pour moi, vous pouvez plus travailler, quoi. Est-ce que votre employeur a eu des remords quand même de vous envoyer à l'abattoir, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom désormais,
Et est-ce qu'il s'est excusé? Est-ce qu'il a eu au moins une once d'empathie à votre égard? Oui, alors j'ai eu la chance. Alors je vais parler de mes chefs sur Moulins, où ce sont des gens extraordinaires. Depuis le début, ils m'ont soutenu. Ils ont aménagé. J'étais beaucoup en mi-temps thérapeutique. Ils ont aménagé des horaires pour moi pour être le mieux possible. Non, je tiens à dire vraiment. Alors, je parle vraiment de la direction de Moulins, mais par contre de la direction d'au-dessus. Donc, je citerai pas le grand groupe de transport, mais ces gens-là, ce sont par contre des personnes inhumaines, faut le dire. Voilà, aucune empathie. Mais voilà, moi je tiens à remercier, je peux citer leurs noms, Jean-Pierre, Isabelle et Elodie, et tous mes collègues qui ont été du départ très très empathiques. D'ailleurs, ils m'avaient fait une petite enveloppe pour moi, enfin des cadeaux pour dire qu'ils pensaient à moi, et j'ai été très touché de leur démarche. Et alors moi j'ai rien à dire vis-à-vis de mes responsables, mais évidemment que quand on me dit à 39 ans, bah Mathieu, on vous passe en invalidité catégorie 2, on vous licencie pour inaptitude, où vous n'êtes plus capable de travailler. Évidemment que ça fait beaucoup de, oui, on se remet beaucoup en question. Alors j'en suis ému toujours quand j'en parle. Moi, j'ai fait le deuil de ma vie d'avant. Faut dire une chose, il y a quelque chose en moi qui est mort le jour que j'ai été injecté et le jour que je suis tombé malade. Moi, je le dis. C'est bête à dire, mais on en a parlé avec deux autres victimes ce matin. Moi, je sais qu'une partie de moi est morte ce 10 septembre 2021 à 10h45. Je le dis clairement. Alors Mathieu, si je peux me permettre, déjà, merci pour votre courage de témoigner parce que c'est pas toujours facile. Je voudrais que cette émission, parce que j'ai essayé de mettre un commentaire sur YouTube et je suis moi-même bloqué par YouTube pour poster des commentaires. Donc, la censure est là. Hein, sur Facebook, je ne peux pas diffuser, ça ne veut pas. Donc, méfiez-vous dans les commentaires. YouTube censure avec les algorithmes. Hein, nous sommes en guerre dans tous les sens du terme. Donc, il va falloir traverser cette épreuve ensemble. Et donc, de ce fait, j'aimerais qu'on place cette émission en hommage à toutes les victimes qui se sont faites injecter, quelles que soient les raisons, les circonstances, mais qui ne sont plus là pour témoigner parce qu'elles sont innombrables. On ne saura jamais exactement parce que les chiffres officiels, c'est très bien, mais quand on sait tous ceux qui ont été déclarés morts du Covid alors qu'ils sont morts du cancer, j'en ai même eu dans mon entourage. Donc c'est abject parce qu'il faut voir aussi la manne financière que ça représentait. Et j'aurai toujours cette phrase, ni oubli ni pardon, tant que ces gens-là ne seront pas pénalement en justice. Et c'est pour ça que j'ai un immense respect pour Rainer Fulmich qui a dénoncé tout cela, qui est en prison politique en ce moment. Et nous en reparlerons bien sûr dimanche avec le professeur Jean-Bernard Fourtillon qui sera mon invité spécial à 18h. Néanmoins, j'aimerais aussi qu'on ait une pensée bien sûr pour toutes les personnes comme Marie-Charlotte, comme Laure, comme toutes celles aussi qu'on ne peut pas toutes citer mais qu'on n'oublie pas concernant le Covid long, post-viral, mais aussi les effets indésirables des injections, parce que moi-même, avec tout ce fléau, tous ces effets indésirables, comme disent certains lanceurs d'alerte, des blessures de guerre, parce que ça va au-delà de ça, les neuropathies à petite fibre, les encéphalomyélites, avant 2020, c'était quasiment inconnu de la population, c'était dans un cercle très restreint de scientifiques. Alors là, on a enrichi notre vocabulaire scientifique, mais à quel prix? Et justement, je réitère ce que je disais avant l'émission, quand nous disions en privé qu'on aurait préféré qu'un victime n'existe jamais, déjà que cette guerre n'existe pas. Malheureusement, nous en sommes là aujourd'hui et cette émission est là justement. Je vais me permettre ce partage d'écran et ensuite je laisserai la parole à Gérard pour parler de ces rencontres citoyennes internationales qui ont lieu donc pour la deuxième édition samedi 1er février 2025 au centre de congrès de Vierzon. Alors, je vais afficher en plein écran donc avec des thématiques réflexion sur l'intelligence artificielle au service de la médecine, des effets indésirables des vaccins Covid, je préfère dire injection parce que ce ne sont pas des vaccins, et réalité du Covid long et la jeunesse dans tout ça. Donc, la deuxième partie, voilà, le programme de la journée. Le matin, c'est le témoignage d'un médecin généraliste sur les procédures de l'ordre des médecins, témoignage de victimes d'effets indésirables, témoignage de collectifs étrangers, actions juridiques ordinales, prud'homales et administratives. L'après-midi, débat et la jeunesse dans tout ça. Et j'allais dire, voilà, là, c'est en plein dedans. On pense à tous les sportifs, etc., que les fact-checkers ont dit il a eu une crise cardiaque en laçant ses chaussures. Bien sûr, pourquoi pas. Actions juridiques et pénales, table ronde sur les effets indésirables du Covid long et des injections Covid-19, prise en charge. Table ronde sur les évolutions vaccinales,
intervention et échange sur les conséquences socio-économiques pour les victimes de la crise sanitaire, personnel suspendu, victime d'effets indésirables. Sachant que, par exemple, Maître David Guillon j'en avais parlé aussi avec lui dans une émission, puisque avec son site internet d'avocat, eh bien, il y avait le moyen de faire une simulation du tarif, en fait, des indemnités qu'on aurait dû avoir si on avait été payé au lieu d'être suspendu. Par exemple, à titre personnel, j'avais fait le test avec lui. Théoriquement, je pourrais demander 4 000 € d'indemnité. Je ne le ferai pas parce que comment dire, c'est inutile pour moi. J'en ai pas, j'ai eu 50 jours de suspension. Il y a des victimes qui en ont beaucoup plus besoin que moi. Moi, j'ai pas à me plaindre. Donc, et les abonnés avec les contributions compensent. Donc, merci à vous de votre soutien. Et donc ensuite, eh bien, on a la table ronde sur la santé intégrative, les informations sur les déclarations à la pharmacovigilance, les dossiers ONIAM et les procédures contre l'État, le débat sur l'intelligence artificielle dans le milieu médical et la société, et donc en journée, dans le hall d'accueil, à la rencontre des collectifs et associations, et dans la salle 1 Copernic, aide aux déclarations à la pharmacovigilance. Donc on a le contact cheratoucoeur@gmail.com, réservation billetterie, etc. Donc à la rigueur, je le remettrai en lien de la description et en publication pour les réseaux sociaux. Donc je vais revenir vers Gérard cette fois pour qu'il nous explique un petit peu comment Cher à tout cœur a mis en place ces rencontres citoyennes internationales et dans quel but? Comment a été le déclic? Allez-y pour le micro. Ça s'est passé en plusieurs phases. Disons que nous, déjà, dans les réunions qu'on avait, les manifestations qu'on voyait, on avait rencontré des gens qui avaient déjà des problèmes, comme Mathieu. Moi, j'en ai vu quelques-uns, on en a tous vu, et c'est terrible. Et les rencontres ont été avec les échanges de différents collectifs. Il y avait des gens qui avaient des situations terribles, il y en avait d'autres qui c'était des organes de réflexion, plus qu'autre chose. Et on a essayé de synthétiser tout ça. Et ce que je voudrais dire, on a des soucis de... Il n'y a pas eu d'obligation vaccinale par le fait. Ils ont été assez sournois pour n'obliger personne à se faire vacciner. Il n'y a jamais eu d'obligation. Vous voyez, c'était là le côté sournois de la chose. Et on s'est très vite aperçu que les gens avaient été se faire vacciner plus par peur ou par obligation de travail qu'autre chose. Les convictions personnelles dans cette histoire-là, elles sont quand même relativement rares. Ça a été appuyé sur les professionnels, et ainsi de suite. Donc, ça a été pas mal de réflexions qui nous ont amenés à se dire, mais attendez voir, il va y avoir une catastrophe annoncée, parce qu'elle était déjà presque annoncée au départ. Moi, j'ai un souvenir quand même, c'est peut-être ça qui m'a fait réagir. J'ai souvenir de 2008, avec Bachelot et H1N1. On avait déjà eu un plan comme ça. On a déjà eu Bachelot avec une vaccination qui voulait vacciner la terre entière par-dessus le service médical. On voulait passer avec des infirmières en études, des pompiers qui allaient vacciner les gens. Les gens oubliaient tout ça. Et ensuite, ça a été déclaré, ces vaccins ont été déclarés très dangereux. Et ils ont été arrêtés et envoyés en Afrique, parce qu'en Afrique, c'est pas dangereux pour les Africains, c'est bien connu. Et ça s'est arrêté. Mais ça, c'était déjà, à mon avis, un coup de semonce pour voir comment allait réagir la population. C'était un essai de soumission. Ça avait marché et ça s'est arrêté. Mais quand ils commencent quelque chose, ils ne perdent pas. Et c'est dans cet esprit-là qu'on s'est fédéré avec d'autres pour créer une espèce de résistance. Et les journées sont arrivées là, comme ça. Entre autres, avec la discussion avec des médecins et parfois avec des avocats, avec tout un staff autour. Et le premier opus a été fait avec une extrême discrétion, puisque 8 jours avant l'ouverture des premières rencontres, la mairie nous a signalé qu'on pouvait nous retirer la salle. Parce qu'en fait, la salle où on est, elle est gérée par une communauté de communes. Et évidemment, aux yeux de certains, on était des dangereux complotistes d'extrême droite, ainsi de suite. Vous connaissez la musique. Hein. Mais enfin, bon, ça s'est pas fait. Les journées se sont bien passées. Alors que nous, on avait tout préparé, tout était préparé, les salles, le traiteur, les invités, tout était prêt. Puis en fait, ça s'est bien passé, il n'y a eu aucun problème. Et ça s'est passé, on ne s'attendait pas à un succès comme ça. Ça nous a permis de rencontrer des gens d'une extrême chaleur,
et des gens qui nous ont raconté, comme Mathieu, qui est terriblement touché. Il y a une femme qui était carrément poursuivie par la justice parce qu'elle essayait de rentrer à certains endroits pour dire que sa fille était décédée. C'est des trucs complètement terribles, quoi. Et ça nous a extrêmement motivés. Ça nous a extrêmement motivés et on s'est appuyé sur les malades, mais pas que. Et on s'appuie aussi sur des gens qui n'étaient pas vaccinés. Et ça, c'est très important. Parce qu'on peut poser la question aux gens en leur demandant mais pourquoi vous êtes fait vacciner? Mais il y a une question qui est intéressante, c'est pourquoi vous ne l'avez pas fait? Moi, j'avais de la chance, j'avais aucune obligation de travail, mais il y en a qui ne l'ont pas fait, ils ont perdu beaucoup de choses. Je pourrais vous répondre. Et les journées sont arrivées comme ça. Sur cette question, si je peux me permettre, j'avais pas prévu de répondre à cette question, mais pourquoi, à titre personnel, je ne me suis pas fait injecter, c'est parce que j'avais déjà été averti de ce qui se passait, et étant donné que je n'ai aucune confiance en ce système, mais le problème, c'est que c'est pas toujours facile parce que dans l'entourage, etc. Alors, j'ai eu de la chance d'être soutenu aussi par les proches parce que il faut bien comprendre aussi que quand on a un soutien moral autour de soi, c'est 50% déjà j'allais dire de la force mentale. Il faut bien comprendre que quand on a tout le monde contre soi, y compris au sein de sa propre famille, j'ai beaucoup d'empathie pour les gens qui ont été interdits de fêter Noël avec leurs proches parce qu'ils n'avaient pas fait le test positif, un test bidon comme on le sait tous. Et même certains grands scientifiques de renom très médiatisés pendant le Covid ont incité à faire ces tests par centaines, par milliers, à tester, et par la suite à provoquer l'injection alors même qu'ils n'y croyaient pas eux-mêmes. Et malgré tout le respect que j'ai pu avoir pour eux au départ, beaucoup de déception et aussi beaucoup de recul par rapport à tout cela, parce que quand on a la chance d'avoir une notoriété et j'allais dire une aura presque nationale, voire internationale, on doit être très vigilant malgré les pressions qui sont mises sur nos épaules. Mais voilà, ce genre de choses est très important parce que ce sont des vies qui sont en jeu et c'est la roulette russe. Et malheureusement, ce que Mathieu et beaucoup de victimes connaissent aujourd'hui, eh bien, ils ont connu la roulette russe, sauf qu'ils ne sont pas tombés sur le bon braquet. Et ça, c'est terrible parce que ça va être comme ça dans tous les domaines, que ce soit sur la santé, que ce soit sur le climat, que ce soit sur tout cela. Ce que nous vivons en ce moment, pour faire une petite digression rapide avec les zones à faible émission, c'est la version du pass carbone. C'est-à-dire que le pass sanitaire et le pass vaccinal a été accepté, quoi qu'on en dise, par une grande partie de la population, donc il continue. Et donc de ce fait, nous avons cet agenda mondialiste qui continue, et là en ce moment, sur le thème de la santé, on revient avec les injections plus ou moins obligatoires, donc il est possible à nouveau de suspendre des soignants et de suspendre des gens parce qu'ils refusent l'injection. Aujourd'hui, le système est machiavélique à souhait, et le pass vaccinal, c'était une obligation vaccinale déguisée. Celui qui ne s'y soumettait pas n'avait plus le droit de travailler. Certains ont même eu des blocages de comptes. En Angleterre, on a vu des comptes gelés, et c'est ce que prédisaient les Rockefeller avec Aaron Rousseau il y a une quinzaine d'années. Donc voilà, restons très vigilants là-dessus, et surtout, la meilleure arme aujourd'hui, c'est la réinformation et l'enquête. C'est surtout ça qui nous permettra aussi de sortir des ornières du système. Je vais revenir donc vers Mathieu. Pardon pour cette digression, mais ça me paraissait important. Par rapport donc à cette journée, comment s'est passée la première édition déjà? J'ai vu circuler quelques vidéos par-ci, par-là. Qui était présent et qu'est-ce que ça peut apporter pour qu'une deuxième édition ait lieu? C'est pour Gérard, peut-être, oui. Oui, c'est Gérard. Alors, Gérard d'abord et ensuite vous, Mathieu. Voilà. Alors, le micro pour Gérard. Voilà, c'est bon. Oui, la première édition nous a permis de rencontrer des gens et surtout s'apercevoir du manque de réponses qu'ils avaient partout, quoi. Hein, il y a des gens qui sont complètement perdus dans cette histoire. Hein. Et donc, fédérer quelque chose comme ça autour des journées internationales, on a dit international parce qu'on a eu des touches au départ d'ailleurs. On n'était pas parti à la pêche à l'international à la base, mais c'est venu quand les gens ont su qu'il se passait quelque chose et que ça pouvait générer autre chose. Et les clés se sont passées comme ça. Et les ouvertures avec le monde médical, elles sont complètement impossibles, mais c'est en train de se faire. Et ce qui est encourageant dans cette deuxième édition, par rapport à la première,
c'est qu'on sent tout à fait qu'il y a des gens qui viennent vers nous avec un autre discours. Ils sont encore pas tournés à 90 degrés, mais il y a quelque chose qui est en train de se passer, et même au niveau des mainstream, il y a quelque chose qui est en train de bouger. Et on n'a pas de soutien officiel, on a reçu des radios l'année dernière, il y en a une d'ailleurs, du groupe France, je ne sais quoi, ils sont venus, ils nous ont posé des questions, et ainsi de suite. En fait, c'était complètement, France Bleu, ça a été complètement déformé après. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va faire un petit peu comme vous, avec votre autorisation là. C'est-à-dire qu'on va bien suivre les gens qui vont nous poser des questions qui ne sont pas invités. Ah mais à côté de ça, oui. Allez-y. Comment? Non, allez-y. À côté de ça, on sent bien qu'il y a autre chose. Il y a autre chose qui se passe, c'est-à-dire qu'on est en train de générer autre chose. Enfin, je dis nous, c'est très prétentieux. Mais ça a permis à d'autres de faire la même chose. Et ça a permis à des médecins d'avoir une réflexion en se disant, effectivement, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Parce que les médecins et les pharmaciens, c'est des gens qui voient aussi des gens à l'heure actuelle qui vont les voir et qui leur disent, écoute, s'il y a un problème sur mon fils, ça va très, 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 très mal aller. Hein? Et moi, j'ai la chance dans mon entourage d'avoir un pharmacien en retraite. Ses propres voisins, sa propre famille ne comprenaient pas pourquoi il n'était pas vacciné. Il dit, je ne peux pas faire plus, j'ai rien à leur expliquer. Vous voyez, c'est des témoins très importants. Et le fils de ce pharmacien-là, il est pharmacien, c'est un jeune pharmacien aussi. Et il dit, c'est un discours qui est complètement impénétrable avec eux parce qu'ils sont formatés à un point pas possible. Et il dit, je lui ai bien expliqué, fais très attention quand même, que tu n'aies pas des retours, parce que les gens, quand il y en a qui vont mourir de tes injections, ils vont pas aller chercher l'OMS, ils vont aller chercher le pharmacien. Et c'est à travers tout ça, vous voyez, tout ça, c'est des échanges qui sont passés dans le premier opus des rencontres. Et là, dans le deuxième, je crois que ça va être beaucoup mieux parce qu'on va avoir des tables rondes peut-être un peu plus approfondies. Et au niveau, peut-être qu'au niveau juridique, on pourra apporter un peu plus. Et aussi la santé intégrative, c'est une ouverture intéressante qui nous permet de parler d'autre chose que de l'allopathie pure et simple. Écoutez, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que voilà. Ici, les propos ne seront pas déformés puisque c'est vous qui les tiendrez et que moi, je ne suis pas là pour reprendre ce que vous dites pour le dire à ma manière. Nous sommes d'accord sur le principe, alors sans être partial à souhait, mais c'est un sujet moi qui m'interpelle beaucoup et beaucoup d'émissions ont été faites sur cette chaîne YouTube concernant les personnels suspendus, mais aussi les victimes Covid long, etc. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de nuances, entre guillemets, dans ce phénomène d'effets indésirables, d'injections et compagnie. On s'y perd parce que moi, je ne suis pas du tout scientifique, je ne suis pas issu du milieu médical. Et étant donné qu'il y a les scientifiques bourrés de conflits d'intérêts sur les plateaux télé qui ont fait peur à tout le monde sciemment, et puis il y a les autres qui se sont fait marginaliser, parfois même dont on annonce la mort par erreur, si vous voyez ce que je veux dire, et puis d'autres qui sont suicidés indirectement ou sont enfermés pour des raisons arbitraires. Donc il faut trier le bon grain de livret. Et c'est une chose qui est très difficile à faire, même quand on a les meilleurs moyens pour le faire, parce qu'après, c'est une question de confiance aussi. Donc voilà. En attendant, je vais m'adresser, merci Gérard, en attendant, je vais m'adresser à Mathieu, puisqu'on va parler de ce communiqué. Alors, il y en a deux. Alors, on va les lire chacun. Ils ne sont pas très longs, hein, c'est 2-3 pages maximum. Il y en a un concernant l'événement, d'abord, et il y en a un autre dont on parlera par la suite, sur notamment des reconnaissances pour Mélanie Mopa, que je salue. Donc, on va d'abord concerner, alors ça, c'est pas celui-là, c'est celui-là, le communiqué de presse, donc je vais afficher en grand écran, sur les deuxièmes rencontres citoyennes internationales. Donc, je le rappelle, c'est un événement le samedi 1er février 2025, donc c'est dans 10 jours. Non, un peu plus de 10 jours, c'est dans 2 semaines, organise les deuxièmes rencontres citoyennes internationales au centre de congrès de Vierzon de 9h à 18h. Une cinquantaine d'associations et de collectifs, dont 8 étrangers, Allemagne, Autriche, Belgique, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni, ainsi qu'une anthropologue brésilienne, ont répondu favorablement à cette invitation. Ce second opus fait suite aux premières rencontres qui ont été organisées il y a un an, le 3 février 2024, à Vierzon, où 37 associations et collectifs de victimes d'atteinte d'effets indésirables du Covid long et des injections Covid-19, ou œuvrant auprès de ces dernières, s'étaient retrouvés dans le but de soutenir, informer et aider les victimes en errance médicale et bien trop souvent invisibilisées et décrédibilisées,
mettre en lien les participants au-delà des connexions Internet et de rares actions communes, créer une synergie afin d'arriver dans un futur plus ou moins proche à une reconnaissance des effets indésirables et leur indemnisation. Des vidéos que j'avais vues, il y avait notamment Anne-Marie Yim, Éric Floridan et d'autres, donc je les salue. Des scientifiques, des chercheurs, des soignants, des avocats, des auteurs, des victimes et des citoyens animeront des échanges et des tables rondes sur des thèmes aussi variés que l'intelligence artificielle et la médecine, les impacts de la crise sanitaire sur la jeunesse, les témoignages de collectifs étrangers sur la situation dans leurs pays respectifs, les impacts socio-économiques pour les victimes de la crise sanitaire, Covid long, injection Covid-19 et suspension professionnelle, recours juridiques, ordinaux, prud'homaux, administratifs, pénaux et civils, etc. Donc la fréquentation en 2024, c'était plus de 450 visiteurs sur la journée, ce qui est très honorable pour une première. Ce serait bien d'avoir au moins le double cette année. Nul doute qu'en 2025, ces visiteurs seront au rendez-vous en plus grand nombre, d'autant que nous bénéficions d'une portée internationale croissante. Donc 3 collectifs étrangers en 2024 et 8 en 2025, et nationales conséquentes. Voilà. Ensuite, la solidarité internationale s'organise face à l'immobilisme et au déni des pouvoirs publics de nombreux pays. Donc pour plus d'informations, donc share@protonmail.com. Donc vous pouvez écrire directement à l'association. Voilà, 16 rue de la Société française pour vivre des rencontres riches et en information et en émotion. Sachant que cette émission finalement va faire un lien plus ou moins direct avec mardi prochain, puisque dimanche donc à 18h, ce sera l'émission spéciale avec Jean-Bernard Fourtillan. Et mardi prochain, le 21 janvier à 19h, je recevrai David Bouillon, que j'ai déjà reçu à plusieurs reprises, donc médecin belge, pour son documentaire Serment d'Hippocrate et dignité, et donc qui est intervenu auprès de victimes, etc., des témoignages. Donc on va parler de son documentaire, il sera présent avec Gilles Bréac, le réalisateur. Donc on va faire un lien, puisqu'en fait c'est une forme de synergie francophone qui est intéressante à faire, puisque le but c'est déjà la santé pour tous, accessible à tous dans une époque où les déserts médicaux sont de plus en plus importants, et puis ensuite de créer cette communauté, cette connexion entre la francophonie, France, Belgique, Suisse, etc., et de pouvoir faire des échanges, des partenariats et compagnie. Voilà. Donc Mathieu, je vous laisse rebondir sur votre regard par rapport à la première édition, et ce que vous attendez de plus peut-être pour cette deuxième édition. Alors, moi déjà, je tiens à remercier évidemment Cher à tout cœur, et j'en connais quelques-uns maintenant et qui font un travail aussi exceptionnel. Et je rebondis en disant que, encore une fois, il est important de rester tous soudés, peu importe, victimes, soutien, professionnels de santé, toute personne qui veulent s'impliquer dans la cause. Ça, je le redis parce que je sais que dans l'année 2024, il y avait eu deux, trois, pas couacs, mais voilà, des petites choses. Il faut pas oublier il faut pas se diviser. En fait, quand ils ont fait l'histoire d'antivax, de complotisme et tout ça, c'est que le gouvernement a voulu diviser les gens. Là, aujourd'hui, le but, c'est de se rassembler. Et Cher à tout cœur, avec la première édition, ils ont fait ça merveilleusement bien. Parce que nous, par exemple, ça a permis de rencontrer des personnes de tous bords, évidemment, de toute association et collectif. Et c'était très bien organisé, je tiens à le redire. Et par exemple, moi, voilà, je donne un exemple parmi d'autres. Ça nous a permis aussi de connaître des gens de Strasbourg qui aujourd'hui on a eu notre dose, que ce soit Cynthia et Joël. Et tout ça est parti un peu de là-bas. Et puis même des collectifs belges, avec Marc Girombeau, tant d'autres en fait. Et on s'est rendu compte que, encore une fois, l'union fait la force. Et la manière qu'étaient vraiment présentées les choses était comme l'a très bien dit Gérard tout à l'heure, c'est que on a rencontré des gens exceptionnels et d'une humanité sans nom. Ce que j'attends je veux dire que j'ai pas plus d'attente à part dire que ça soit aussi bien que la première. On a vu évidemment, comme l'a dit Gérard, que je pense qu'ils avaient un peu plus de temps cette fois-ci et puis plus de recul par rapport à la première, forcément. Ils ont eu l'audace et le courage de le faire. Parce que je peux vous dire que nous, on prépare des choses comme notre concert qu'on a fait, c'est beaucoup de travail. Et je me doute que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'organisation et de travail. Et ça, faut le dire, parce qu'il y a des gens qui ont l'impression que, voilà, c'est juste un coup de fil ou deux donné. Puis, alors je grossis le trait exprès, mais c'est vraiment pas ça. Et je tiens à féliciter vraiment Cher à tout cœur, vraiment sincèrement de leur travail qu'ils font, qu'ils mènent, mais également tous les collectifs et associations et personnes qui seront présentes. Moi, je serais ravi, on y sera.
avec notre vice-président Alain Maupas, notre secrétaire Daniel, et il y en aura d'autres aussi. Il y aura Marie-Charlotte, il y aura Julia, il y aura tant d'autres personnes. Je peux pas tous les citer évidemment. D'ailleurs, je tiens à passer un coucou à toutes les victimes et qui se battent au quotidien. Et je leur dis encore une fois bravo. Bravo, bravo pour leur courage. Et puis, je salue mon bureau et mon CA qui, on est 18 aujourd'hui, qui font un travail exceptionnel avec moi, vraiment. Donc, vous voyez, on se rend compte que quand l'humain se met à travailler ensemble, où il y a aucune course à dire c'est moi qui vais sortir l'info, c'est moi qui vais faire ceci. Encore une fois, c'est quand on travaille intelligemment et avec le cœur, on le dit toujours, le cœur et l'âme et l'humain ira toujours au-delà de tout ce qui peut se passer en ce moment. Et on le voit avec Cher à tout cœur qui font encore une fois un travail merveilleux, mais tant d'autres. Donc moi j'ai hâte d'y être encore dans 2 semaines. En plus ça sera, j'aurai tout frais 40 ans, donc je serai ravi de rencontrer toutes ces personnes encore une fois et de pouvoir échanger, et de participer. Alors moi je participerai aussi également à une table ronde entre autres. Donc évidemment que j'ai hâte d'y être et je leur dis encore bravo et merci pour l'organisation de cela. Très bien, merci Mathieu. Alors, on va passer maintenant à l'association A Victimes. On va faire un petit partage d'écran pour présenter un peu l'association dont vous êtes le président. Statut donc déposé en préfecture de l'Allier le 27 décembre 2022. C'est bien ça. Voilà. Ensuite, donc je rappelle, l'association a été créée afin de venir en aide aux victimes directes, virus et indirectes, injection du Covid-19. Alors, Mathieu, président, Mélanie Maupas, vice-présidente, et on va parler justement de sa situation juste après. Daniel Coppola, Alain Maupas, Séverine Fenouillet, Laure Mazéas, que j'avais reçu pour une soirée l'année dernière, où il y avait aussi Jean-Pierre Joseph, il y avait aussi Marc Doyer, il y a eu Marie-Charlotte par la suite, Dominique Bodino, Mallory Quatrieux, Lauralie Bouquemont, Benoît Lorieuse, Hélène Kermaïdic et Julia Walter. Voilà, je les cite tous, comme ça, il n'y aura pas de jaloux. Voilà, donc je vais mettre aussi l'accueil, voilà, page d'accueil, objectif, donc aide médicale, soutien moral, démarche administrative et juridique, témoignage, forcément, voilà, de Guilhem, qu'on salue, voilà. Eric, entre autres. Malheureusement, les témoignages, il y a des bouquins entiers possibles avec tout ce qui s'est passé. Voilà, donc vous avez tout cela. Problèmes auditifs, acouphènes, etc. Ça, j'ai entendu pas mal aussi de problèmes là-dessus. Oui. Adhésion, dons. Voilà. Donc, je mets de toute façon, je l'avais mis en lien de la description, mais voilà, je le remets dans le chat. Je rappelle aux spectateurs, on est très invisibilisés ce soir. Le sujet, à mon avis, dérange YouTube et les algorithmes. Vous êtes 579 en direct sur tous les réseaux, sachant que Facebook m'a refusé la diffusion. Donc, uniquement YouTube et Twitter. Donc, merci beaucoup de partager, ne serait-ce que pour les victimes, de vous abonner, etc. Il y a beaucoup de problèmes d'algorithme. C'est un sujet qui dérange, mais ça ne nous empêchera pas de le faire. Et je vous le dis exclusivement, je suis en train, grâce au modérateur que je remercie de tout cœur, de créer une chaîne Crowdbunker pour que toutes mes émissions soient aussi diffusées dessus. Sur Odyssée, j'ai failli perdre ma page l'autre jour. Il y avait une grosse panne Internet sur Odyssée. Donc là, ça sent le graillon, comme on dit chez moi. Donc, on va essayer sur Crowdbunker de tout mettre. Voilà, je le dis. Donc, je vous tiendrai au courant avec la chaîne Crowdbunker. Voilà. Alors, à victime et le communiqué, donc, le communiqué de presse du 11 janvier 2025. Donc, je vais le lire pour que ce soit plus clair pour tout le monde. Sauf si Mathieu, vous voulez le lire, je peux vous laisser le lire. Alors, non, je vais vous laisser, Nicolas, juste introduire un petit peu les choses du communiqué. Allez-y. Je me permets, pardon. En fait, voilà, on a France Bleu, donc Auvergne, qui nous a interviewé, surtout Mélanie et son papa et moi-même pour parler de l'association, donc très bien. Et un article est sorti sur leur page le 30 décembre à 5h du matin. Et donc moi je me réveille à 6h30 et j'ai plein de messages qui me disent Mathieu, ça y est, ça commence à bouger dans les médias mainstream, donc on se dit super. Et il faut savoir que l'article a été supprimé sur l'écoute de 10h, 10h30. Donc en gros il est resté 5 heures en ligne. On a eu confirmation dans la journée qu'il avait bien été supprimé. Et le lendemain, France Bleu fait un démenti le soir, le 31 décembre à 18h30 passé, en disant que, alors, en gros, l'article parlait, je veux le dire, en fait, Mélanie Maupas a eu un document de la pharmacovigilance
où il notifie bien l'imputabilité du vaccin dans l'état de santé de Mélanie, c'est-à-dire dans le déclenchement de la maladie de Charcot. Donc, c'est quand même très important. Et en gros, le démenti dit que, en gros, c'est l'ANSM qui a toute la direction et que la pharmacovigilance décide pas grand-chose. Alors, et voilà, Nicolas, je vais vous laisser lire le communiqué de notre avocat, Maître Sonnet, un de nos avocats, et je vous dirai après un petit peu les choses, comment ça va aller. Très bien. Alors, communiqué de presse du 11 janvier 2025, donc ça remonte à 6 jours. J'ai vu passer justement cette affaire. Donc, le 30 décembre dernier, France Bleu Auvergne faisait paraître un article sur le titre Première reconnaissance officielle pour une moulinoise, donc de Moulins, atteinte de la maladie de Charcot après un vaccin anti-Covid. Cet article n'est resté en ligne donc que quelques heures. Succession d'événements suffisante pour enflammer les réseaux sociaux, mais aussi les rédactions de presse, tous supports confondus. Il ne pouvait en être autrement pour un sujet hyper clivant. Nous avons en effet d'un côté des défenseurs acharnés d'une injection anti-Covid dont ils sont absolument certains qu'il ne peut pas être à l'origine de pathologies très graves, comme la maladie de Charcot, et de l'autre côté, non pas comme cela est présenté de façon simpliste, ce que certains nomment les anti-vax, mais des personnes qui, depuis qu'elles ont été vaccinées contre la Covid en 2021-2022, ont déclenché des pathologies plus ou moins graves dont les médecins ne pouvaient expliquer le déclenchement soudain. Une question s'est alors légitimement posée, et si les injections anti-Covid étaient à l'origine de la détérioration de mon état de santé? Il semble pourtant qu'il soit en France interdit de se poser cette simple question. Pire, si vous posez cette question, vous êtes immédiatement diabolisé et taxé de complotiste. C'est ainsi la meilleure façon de faire taire, non pas toute critique, mais toute tentative visant à mettre des doutes quant à un discours officiel dont les chiens de garde persistent à affirmer de façon sentencieuse que les vaccins anti-Covid ne présentent aucun risque ou en tout cas pas de risque grave pour la santé. Des vigies sont donc scrutés la moindre apparition d'articles sur le sujet, comme pour mieux réagir à des affirmations qui pourraient remettre en cause un discours officiel, quitte à se comporter comme des maîtres censeurs. Concrètement, qu'est-ce qu'il s'est passé le 30 décembre dernier? Donc France Bleu Auvergne fait paraître un article pourtant très neutre et sans parti pris, suite à un long entretien avec Mélanie, jeune femme de 35 ans, atteinte de la maladie de Charcot. Cet article a donc le mérite de montrer la solitude et la détresse des malades atteints de cette pathologie et de leur famille, surtout quand ils cherchent à comprendre pourquoi. Et il convient ici de préciser que la maladie de Charcot, connue aussi sous le nom de sclérose latérale amyotrophique, la SLA, est une maladie neurodégénérative. Maladie rare, extrêmement rare chez les personnes comme Mélanie, qui au moment du diagnostic avait 31 ans, dont la prévalence est de 2,7 sur 100 000. Donc cette SLA est une maladie grave qui entraîne le décès de la personne dans un délai de 3 à 5 ans. Donc il faut quand même prendre en compte ce que ça représente. De 3 à 5 ans, en moyenne, après l'apparition de la maladie, principalement en raison de l'atteinte des muscles responsables de la respiration. Il convient encore de préciser qu'à ce stade des recherches scientifiques, les causes de la maladie de Charcot demeurent inconnues dans 90% des cas. On parle des cas sporadiques. En revanche, des causes héréditaires de la maladie de Charcot ont pu être mises en évidence dans 10% des cas. Mais quel est l'apport de cet article à l'origine de tant de réactions? Il est écrit, je cite, « C'est bien le vaccin anti-Covid qu'elle a reçu en 2021 qui est à l'origine de la maladie de Charcot de Mélanie. La pharmacovigilance vient de la reconnaître. Ces seules affirmations ont mis le feu aux poudres. » Devant les vives rédactions des lecteurs de cet article, principalement sur les réseaux sociaux, France Bleu, la direction, a décidé de mettre un terme de façon brutale à un débat dont manifestement elle ne veut pas en le dépubliant. Et ça, c'est une atteinte à la charte de Munich, parce que ça, c'est exiger la vérité, quelles qu'en soient les conséquences. C'est le premier principe de la charte de Munich. Le même média tente alors de s'en justifier. Un article qui évoquait la reconnaissance d'un lien entre la maladie de Charcot et le vaccin de Pfizer-BioNTech contre le Covid-19. Cet article avait été publié à partir d'informations parcellaires ayant entraîné une erreur d'interprétation. France Bleu reconnaît alors qu'il s'agit d'une information sensible, mais dans son grand courage qu'elle ne veut pas participer à la propagation de fausses informations. C'est à cause de ça que je suis sous avertissement de YouTube, parce que j'ai repris les propos de Geoffroy Lejeune sur CNews qui disait que les injections Covid n'étaient pas efficaces, mais que les journalistes avaient ordre de ne rien dire. La boucle est bouclée, on en est là. Voilà, donc moi je suis censuré, mais pas les journalistes de plateau. De préciser encore qu'il ne s'agit en aucun cas de censure. En d'autres temps, sous d'autres régimes, la presse d'État n'aurait pas fait mieux. Je rappelle à titre personnel que je suis totalement indépendant. Mais ce média va plus loin, en se livrant alors à une diffusion de vérités toutes relatives, et il affirme, je cite, « Les autorités sanitaires françaises n'ont jamais confirmé de lien entre la vaccination contre le Covid-19 et la sclérose latérale amyotrophique. La responsabilité du vaccin dans l'apparition de la maladie de la patiente évoquée n'a à ce jour pas été reconnue.
de minimiser enfin le rôle de la pharmacovigilance en précisant que c'est l'ANSM qui tranche et non un organisme de pharmacovigilance. Et à ce jour, cet organisme n'a pas communiqué sur un quelconque lien entre la maladie de Charcot et le vaccin Pfizer contre le Covid-19. Qu'en est-il réellement? Ces objections sont-elles recevables? Non. Sur le premier point, la non-reconnaissance d'un lien entre la SLA de Mélanie et le vaccin Pfizer contre le Covid. Si France Bleu avait eu le souci de vérifier ces informations, nous lui aurions présenté la fiche établie par le Centre Pharmacovigilance qui a traité le cas de Mélanie. Ce média aurait vu que dans les jours qui ont suivi une deuxième injection, juin 2021, Mélanie a été victime de fasciculation. Un mois après, ont été constatées des atteintes neurologiques. Au mois de septembre 2022, était posé le diagnostic donc d'une sclérose latérale amyotrophique. En conclusion, il est écrit que le diagnostic de SLA, dont les premiers cycles se sont manifestés quelques jours après la D2 de Comati. Donc là, Mathieu, vous nous préciserez tout ça tout à l'heure. La pharmacovigilance note que l'imputabilité retenue en l'espèce est établie selon la méthode française officielle de 1985, publiée par Bégaud et al., donc bulletin officiel du ministère chargé de la Santé, et réactualisée par le cercle de réflexion sur l'imputabilité en 2011. Les éventuels scores d'imputabilité qui ont été retenus sont établis sans préjudice des éléments d'investigation qui pourraient être effectués dans le cadre de procédures juridiques ou amiables d'indemnisation. Nous précisons ici que Mélanie n'avait aucun antécédent médical et que le facteur héréditaire a été écarté. Donc, contrairement à ce qu'affirme France Bleu, la pathologie contractée par Mélanie est bien imputable au vaccin Pfizer contre le Covid et a été confirmée par une autorité sanitaire. Donc, il ne faut pas minimiser le rôle et l'importance des centres régionaux de pharmacovigilance qui ont une mission d'évoluer par le ministère de la Santé. Donc, à ce titre, la pharmacovigilance a pour mission la surveillance des médicaments et la prévention du risque d'effets indésirables résultant de leur utilisation, que ce risque soit potentiel ou avéré après commercialisation. Elle met en place des enquêtes et des études pour analyser les risques et participer à la mise en place et au suivi des plans de gestion des risques, s'appuyant sur une base réglementaire nationale et européenne, loi, décret, etc. Dans notre cas d'espèce, nous avons eu confirmation par le CRPV que le cas de Mélanie a été remonté à la NSM avec pour commentaire « Ce dossier a été remonté à la NSM en proposant un cas marquant, ce qui signifie que nous souhaitons appuyer l'attention de la NSM sur les cas de SLA déclarés après vaccination contre la Covid-19. Au moment où a été rédigé l'article, l'ANSM était informée. Donc, c'est non-assistance à personne en danger de surcroît. Nous précisons encore qu'au niveau de l'association A victime, dont fait partie Mélanie, nous avons au moins un deuxième cas identique. Quant au rôle de l'ANSM défendu par France Bleu sur le fait que ce soit elle qui tranche et non la pharmacovigilance. Si effectivement c'est elle qui tranche, comment peut-on imaginer aujourd'hui sur ce cas et à la lumière des protocoles d'examen qui ont été mis en œuvre pour établir cette imputabilité, qu'elle puisse en dire autrement? Il semble impossible qu'elle puisse avoir un avis contraire à la lumière des résultats qui lui seront présentés. Mieux, il va être de son devoir de prendre en considération le risque d'effets indésirables graves et examiner les options permettant de prévenir les risques ou les réduire au besoin pour prendre des mesures appropriées. À partir de là, il convient que certaines attitudes doctes soient abandonnées. Cette réponse méritait d'être apportée, d'autant plus qu'à la suite de ces articles, certains ont cru bon publier à leur tour des articles inutilement blessants et confinant à la diffamation. Un en particulier a retenu notre attention, publié le 2 janvier 2025 par le Journal international de médecine. Un article odieux qui brille par son absence de contenu et une composition de façade n'a pour finalité que de décrédibiliser les associations dont A victime qui tentent d'aider ces malades après les injections contre la Covid qui se trouvent dans une situation d'errance médicale insupportable. Nous parlons en particulier au niveau de cette association de plusieurs centaines de personnes dont la vie a été bouleversée. Pathologie grave, perte d'autonomie, perte d'emploi, situation financière précaire, absence d'empathie de certains vaccinolats très cervelés leur est insupportable. J'ai pu le voir par moi-même sur X notamment. D'ailleurs, à la suite d'Hannah Arendt, nous affirmons que la mort de l'empathie humaine est l'un des premiers signes et le plus révélateur d'une culture sur le point de sombrer dans la barbarie. Notre combat est d'aider ces malades et de faire éclater la vérité, à ce qu'ils soient pris en charge comme il se doit et qu'ils soient indemnisés à hauteur des préjudices qui sont les leurs. Le dernier combat de Mélanie est d'être le porte-parole de ces malades et de faire entendre leur voix. Maître Régis Séné, avocat de l'association à victimes. C'était un peu long à lire, mais c'était nécessaire. Mathieu, je vous redonne la parole. Merci Nicolas, vraiment. Voilà, moi je suis ému parce que voilà, Mélanie clairement est en train de partir. Mélanie, mais maintenant c'est une question de mois ou de semaines.
Donc, comment on a pu bafouer son nom, surtout dans l'article international, où ils l'ont traité complotiste d'antivax. Alors, antivax, faut arrêter avec ça. On a été vacciné, donc faut arrêter de dire qu'on est antivax. Et surtout, Mélanie, c'est quelqu'un qui garde le sourire quoi qu'il arrive. Aujourd'hui, elle a plus du tout de dépendance. Elle est dépendante complètement de ses parents. Alors, elle a des parents, Alain et Véronique, qui sont incroyables, et je les salue et je les aime très fort. Vraiment, ils s'investissent à fond avec leur fille. Mélanie est alitée 23h30 sur 24. Elle va avoir 36 ans dans un mois. Elle verra pas ses 37. Et comment vous voulez dire que derrière, voilà, j'en suis très ému. Voilà, encore une fois, l'association à victimes, Maître Sonnet l'a très bien dit. Nous, on est là pour dire que il y a des effets indésirables post-vaccination, il y a des Covid longs, il y a des gens qui souffrent au quotidien, qui n'arrêtent pas de m'appeler tous les jours. Tous les jours, on a des appels de victimes qui me disent au secours, on ne m'écoute pas, on ne me croit pas, au secours, je ne sais pas quoi faire. Et du coup, l'essentiel, c'est que maintenant, le message passe. Donc, on va lancer un appel aux médias, et je remercie encore infiniment Nicolas ce soir de son invitation aux médias mainstream. C'est que il est temps que les choses sortent, il est temps que les choses bougent. On ne peut plus laisser souffrir en 2025 tant de personnes. La victime la plus jeune avec nous a 2 ans dans l'association, il faut le dire. Cancer, tumeur au niveau des ovaires, et la personne la plus âgée a 94 ans. Si je vous racontais toutes les saloperies qu'on a de maladies dans notre association, il faut savoir que Charcot, aujourd'hui, on en a 27. Et le plus jeune a 19 ans. Donc voilà. Clairement, aujourd'hui, il est temps que les choses bougent. Clairement, aujourd'hui, ça suffit, comme vous l'avez dit très bien, Nicolas. Ça fait 5 ans. 5 ans où maintenant, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de recul, même s'il y a encore beaucoup de travail à faire. Nous, on est prêts à travailler. Alors, on va le dire clairement, on est apolitique, mais on a été reçus à l'Assemblée nationale et au Parlement européen grâce à Virginie Joron et Yannick Monnet. Peu importe les étiquettes qu'ils ont, mais c'est des gens qui essayent de faire bouger les choses. Nous, on est là, je suis là pour dire, il y a, comme tout médicament, des effets secondaires et il faut prendre en compte cette vérité-là. On était en Autriche au mois de novembre pour rencontrer d'autres collectifs. Et la France est un des derniers pays européens, même mondial, où les effets secondaires post-vaccination, même les Covid longs, ne sont pas reconnus officiellement. Pourquoi? Alors, c'est une bonne question. Et Mathieu, je voudrais rebondir sur ce que vous dites pour lancer à mon tour un appel à tous les médecins de France et de Navarre, que vous soyez dans le domaine médical, scientifique. C'est pour ça que j'ai mis le docteur Reliquet derrière moi, parce qu'on a fait une très belle émission ensemble où on a parlé notamment du bleu de méthylène, des médecines alternatives. Il a eu beaucoup de problèmes avec l'ordre des médecins. Et je pense que la révolution à notre niveau que nous pouvons faire, c'est de vous mettre en lien, parce que pour moi, c'est le but de l'émission. C'est pas que de parler de l'événement. L'événement, pour moi, c'est la vitrine, mais c'est surtout aider les victimes et peut-être leur sauver la vie si c'est encore possible. Parce que je n'ai pas de compétences médicales, je ne suis pas Dieu sur terre, je ne suis pas un sauveur, mais j'ai la possibilité de vous mettre en lien, ce qui peut être beaucoup dans certaines situations. Donc, si on peut sauver des vies, ne serait-ce que par des adresses mail et des échanges. Donc, si vous avez des énergéticiens, des magnétiseurs, j'en ai encore parlé sur la cybertorture mercredi dernier. Si dans le public, vous connaissez des gens, parce que j'en connais de mon côté, qui ont pu, on va dire, altérer les effets indésirables des injections par des soins, pas forcément homéopathiques, mais des soins alternatifs, énergétiques, etc. On y croit, on n'y croit pas. Mais voilà, ils ont le mérite d'exister et surtout, ils ont été interdits par le système. Ou en tout cas, le ministère de la Santé fait en sorte de les censurer aussi et de les bâillonner. Donc, l'alternative pour toutes ces victimes, eh bien, c'est de leur venir en aide et d'essayer au mieux, même si ça ne fonctionnait pas, mais au moins d'essayer, parce que ces victimes sont des innocents. Ils n'ont pas demandé à être en situation de handicap, ils n'ont pas demandé à être empoisonnés, parce que c'est un empoisonnement manifeste. Quand je vois Marie-Charlotte, quand je vois les posts de Quilem, etc., Marie-Charlotte, elle a le même âge que moi. Donc, je peux vous dire que je me sens aussi concerné parce que j'aurais pu faire partie de ces victimes. J'aurais pu me laisser embrigader dans mon ancien travail parce que j'ai été le seul guide à refuser l'injection et à être suspendu. On a été très, très peu à résister. Et malheureusement, même si je n'ai pas de preuves, mais j'ai une ancienne collègue qui est décédée il y a 1 an, qui laisse une fille de 16 ans.
Donc, on est tous concernés par la question et je refuse qu'on n'ait pas d'empathie pour les victimes, tout simplement parce qu'elles ont cédé à l'injection. Tout le monde n'a pas eu la chance d'être entouré, d'être soutenu. Et j'en ai parlé avec Marie-Charlotte. Même le fait qu'elle ait été pharmacienne, entre guillemets, ne l'a pas aidée ni sauvée parce que l'expérience de 1000 grammes, la torture psychologique, la peur, la propagande a été plus forte. Donc maintenant, il faut apprendre de tout ça et essayer de se sortir de tout ça et de libérer la parole le plus possible, mais surtout de se préparer à la guerre qui est en cours parce que c'est toujours d'actualité, 5 ans après, parce que les prochaines pandémies sont déjà annoncées et l'empoisonnement et la dépopulation est toujours en cours. Donc maintenant, il faut aussi s'armer, s'unir et être collectif, jouer collectif. Et donc, je me ferai le relais de ces collectifs. Si c'est pour sauver des vies, si c'est pour sauver des innocents, je le ferai avec bon cœur, bien entendu. Voilà. Alors, par rapport à tout ça, Mathieu, aujourd'hui, quel avenir peut avoir le collectif? Déjà, quelles ont été les plus grandes victoires, au-delà du fait qu'il y a eu ce communiqué de presse pour Mélanie? Est-ce que, comment dire, est-ce que les victimes, justement, ont pu trouver une alternative à leur malheur, si je puis dire? Je ne sais pas si ma question est claire, mais qu'est-ce qui a permis à la victime dans dans la détresse des victimes? Alors, moi, je vais dire un mot tout simple, c'est l'humain. Déjà, quand on a des victimes qui vous appellent, qui vous disent, bah, comme vous l'avez très bien dit, qui n'ont pas la chance d'avoir un entourage qui les soutienne, qui n'y croit pas, qui leur dit, ben, c'est dans ta tête, tu n'es pas bien. Moi, j'ai beaucoup de gens qui s'effondraient au téléphone en me disant, enfin quelqu'un m'écoute, enfin quelqu'un me croit. Déjà, ça, je pense, notre première victoire. Même si c'est peut-être pas la plus grande, mais pour moi, je trouve que c'est très important. Et comme tous les collectifs et associations qui travaillent et toutes les personnes qui font ça, vraiment. Aujourd'hui, je pense que la force de la victime, c'est que on a vraiment l'humain et moi, ce qui est très important en tant que président et même la vice-présidente et même nos administrateurs, c'est toujours de mettre en avant l'humain et l'écoute des victimes. D'ailleurs, on a un groupe voilà où les victimes peuvent échanger ensemble. La victoire aussi, c'est qu'il y a des victimes qui se sont rencontrées, qui se soutiennent, qui s'aident. On a 2-3 victimes qui vont un petit peu mieux. Donc ça, c'est quand même des petites victoires, mais ça reste quand même une victoire. Et aujourd'hui, clairement, et je sais qu'on ira jusqu'au bout, c'est encore une fois d'avoir cette écoute et cette enfin reconnaissance qui permettra d'ouvrir, quand je parle d'aide médicale, c'est au sens large du terme, c'est des protocoles, comme vous l'avez très bien dit, mais des vraies prises en charge de A à Z, avec un réel suivi médical, parce que tant de souffrance médicale. Moi, j'ai beaucoup de gens, à 98%, qui m'ont dit, Mathieu, il y a eu de la maltraitance médicale. Il y a eu de la maltraitance médicale. Alors, on ne tire pas sur tous les médecins, évidemment que non, il y en a des biens. D'ailleurs, moi, j'ai tendance à envoyer d'ailleurs des victimes vers 2-3 médecins qu'on a confiance et qui, d'ailleurs, je les reconnais, d'autres aussi. C'est le but. Mais avant toute chose, c'est dire, voilà, nous, on est là pour recenser, écouter, mettre en relation les victimes avec des médecins aussi quand on le peut. Et puis on verra après sur le volet juridique avec nos avocats qui viendront par la suite, parce que c'est des choses qui vont pas mettre du temps. Mais encore une fois, remettons l'humain à sa place et quand on remettra l'humain, je peux vous dire que les choses suivront derrière. Mais, comme vous l'avez très bien dit, Nicolas, il faut que les médecins, les médias et toute personne qui sont derrière tout ça comprennent que maintenant, il est temps que les choses sortent et qu'on ne peut plus cacher ça pendant des années. Ce n'est plus possible. Et d'ailleurs, je tiens à saluer encore une fois et tirer mon chapeau à Cher à tout cœur avec Gérard qui est ici, mais qui représente l'association, qui va permettre le 1er février de rencontrer toutes ces associations et victimes et collectifs et de pouvoir échanger et savoir comment on va mettre nos forces en commun pour pouvoir faire avancer le combat. Voilà. Merci Mathieu. Gérard, je reviens vers vous concernant l'événement du 1er février. Est-ce que vous pouvez nous citer les collectifs et associations qui participeront, parce que c'est quand même un événement assez important, assez majeur, et donc savoir qui participe. Je crois que j'ai vu Verity France notamment, que je salue. Voilà, comment avez-vous pu tisser tous ces liens, justement, collectifs, associations? Expliquez-nous un petit peu tout cela. Je vous en prie. Ça s'est fait avec un an de travail presque. Avec un an de travail et des rencontres malheureuses. Malheureuses parce qu'on a eu affaire à des gens comme Mathieu,
On a eu des gens très peu du monde médical. On est entouré d'infirmières qui ont été suspendues, et ainsi de suite. Et ça s'est tissé comme ça. Alors, pour vous donner tous les noms des collectifs, je ne les ai pas sous les yeux, parce qu'il y en a quand même une cinquantaine, donc ça fait beaucoup. Et tout ça, c'est articulé autour de ce que dit Mathieu, c'est-à-dire qu'on s'est aperçu que dans cette histoire-là, l'humain était en train de partir. On était en train de l'effacer comme avec une gomme, vous savez. Petit à petit, on efface toutes les relations. Et ce qui a permis la synthèse, c'est justement, malheureusement, le malheur des uns. Et ceux qui ont échappé à la vaccination, de pouvoir leur tendre la main et dire, attendez, on va faire quelque chose. Et comme il y avait déjà des collectifs qui se connaissaient évidemment entre eux, ça a généré une synergie qu'on ne s'attendait pas tout à fait à ce point-là quand même. Ça prouve la grandeur du drame, hein, entre parenthèses, il n'y a aucune gloire à tirer de là-dedans. Hein. C'est simplement, on a été un maillon et on en sera toujours un. Et là, on continue. Tout à l'heure, vous parliez de l'intelligence artificielle. Et là aussi, c'est très intéressant parce qu'on s'aperçoit que à travers cette intelligence qu'on nous propose, évidemment brillante et lumineuse et formidable, ça peut avoir des conséquences dramatiques au niveau médical. Ça va encore couper des liens humains. Ça va encore éliminer des gens, le mot n'est pas trop faible, attention. Hein. Il y a des gens qui sont complètement en train de sortir du système de santé pour des raisons économiques, mais il n'y a pas que ça. C'est trop compliqué, ça devient très compliqué. Alors, vous voyez, tout ça, c'est des pistes de réflexion qui nous ont amenés à toucher des collectifs qui n'avaient rien à voir. L'enfance, on a eu affaire à des associations qui s'occupaient des enfants, on s'est aperçu que c'était dramatique au niveau des écoles. On a eu affaire à des pédopsychiatres, à des psychiatres, et de l'autre côté on a eu affaire à des gens qui s'occupaient de la gériatrie. Et là aussi, il y a eu un abandon quand il n'y a pas eu crime avec des piqûres qui passaient dans les hôpitaux. Hein. Faut pas se voiler la face. Il y a des gens qui sont partis pendant cette période-là. Ils ont été aidés au départ. Moi, j'en ai eu dans ma commune. Il y a quand même eu des choses qui ont été très étonnantes. Alors évidemment, ça n'a jamais été démontré. Mais on en est là, et là, faut appeler un chat un chat. On est plus dans le soin, on est dans la torture, comme disait Mathieu. On est dans la torture sociale, et la torture mentale est partout, par tous les niveaux. Et je peux pas vous donner tous les noms des collectifs, ils sont non, mais voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup Gérard. Je vais revenir vers Mathieu et on va terminer l'émission. Simplement, Mathieu, déjà, à titre personnel, tout mon soutien, parce qu'on a quasiment le même âge, hein, à 2-3 ans près. Donc, encore une fois, c'est toujours terrible de lire dans la presse le décès d'un, j'appelle ça un gamin maintenant, parce que c'est comme ça qu'on parlait de nous quand on avait 20 ans. Quand on entend des enfants de 15 ans, 20 ans, 25 ans, des sportifs, des jeunes, moi qui suis sportif, je voyais même parfois à la salle de sport des gens avec un masque faire du tapis roulant, etc. J'avais envie de leur dire, mais mon pauvre ami, puis qu'est-ce que vous voulez faire? Mais le problème, c'est que ce qui est terrible à notre époque, et c'est l'être humain qui veut ça, c'est que, et c'est pas, faut pas le prendre mal quand je dis ça, mais tant qu'on n'a pas été touché soi-même ou qu'on a eu un drame dans sa famille, parfois il n'y a pas de réaction, parce que c'est vrai que jusqu'à 2020, je vous le dis à titre personnel, moi les vaccins je m'en foutais, j'en entendais parler, mais bon voilà, on est en bonne santé, etc. On fait de la prévention. Et je veux revenir sur le fait, parce que c'est tout l'intérêt aussi que par la suite l'association existe, c'est que tout a été fait pour que les traitements préventifs soient interdits, pour museler l'opinion, pour faire en sorte que les gens ne puissent pas être soignés, qu'il y ait de la non-assistance à personne en danger, qu'on dise, bon, tiens, prends un Doliprane et ferme-la si tu souffres, et d'attendre les urgences. On a suspendu des gens en pleine pandémie, soi-disant, il faut le rappeler quand même. On a financé à hauteur de 60 millions d'euros des vigiles chaque mois pour contrôler les passes sanitaires et vaccinaux par la suite. Par contre, le don du sang n'a pas été soumis. Donc aujourd'hui, moi je suis, si j'étais complotiste, je me méfierais beaucoup du don du sang, parce que si je recevais le sang d'un injecté, j'aurais pas confiance.
Voilà. Et j'ai des contacts qui me disent, mais là, je dois faire le don du sang, mais comment je fais pour savoir si c'est le don du sang d'un injecté ou d'un non injecté? Parce que ça rappelle le sang contaminé d'un certain président du Conseil constitutionnel actuel, qui était Premier ministre à l'époque. Et donc, ça fait des scandales d'État. Et c'est pour ça que j'ai, comment dire, encore une fois, je lance un appel. Les médecins, les scientifiques, tous ceux qui ont les compétences médicales, qui sont intègres, ça existe encore, j'en connais. J'ai le plaisir d'en connaître, d'être en contact de temps en temps avec eux, qui n'ont pas de conflit d'intérêt, qui pour eux, c'est primum non nocere, ne pas nuire. Avant tout, c'est le consentement du patient. C'est de se dire que si le patient n'a pas confiance, on ne va pas lui imposer de force en lui disant tu dois croire en la science, sinon tu as un con. Ça, c'est des gens comme ça, j'en veux pas. Voilà. Moi, j'avais un médecin traitant, il m'a dit c'est l'injection ou rien du tout, sinon les tests PCR à 120 €. Bah, j'ai plus de médecin, j'ai changé de médecin. Voilà, parce que moi, des gens comme ça m'intéresse pas. Qui sont là que pour le fric, ça ne m'intéresse pas. Donc, il va falloir refaire société avec des gens qui ont une intégrité et une éthique. Et c'est, comment dire, c'est pas facile, mais ce sera nécessaire. Et donc, à partir de là, eh bien, le docteur Bouillon, mardi prochain, justement, nous en parlera. Mais en tout cas, Mathieu, tout mon soutien et tout le public, bien sûr, vous soutient. Soutien aussi à l'association. De mon côté, ce que je peux faire pour vous soutenir, c'est de repartager avec tous les confrères journalistes, médias, etc. Et puis, parce qu'en fait, la plus grande guerre dans ce milieu-là, c'est pas seulement la santé, c'est l'information. Parce que quand l'information, elle a atteint un certain niveau et que ça commence à être évoqué sur BFM, sur CNews, quoi qu'on pense de ces médias, quoi qu'on en pense, vous avez été invité, je crois, sur France 3 à un moment donné. Oui. 5 ans après, quand même, voilà, ça commence à péter. Alors, après, beaucoup espèrent que ce qui arrivera lundi prochain avec Trump et avec Kennedy, et là, le professeur Fourtillon nous en reparlera dimanche en long, en large et en travers. Donc, je ne vais pas dévoiler ce qui va être dit dimanche. Le professeur en parlera lui-même. Mais voilà, en tout cas, on va tout faire pour que vous puissiez vous en sortir et que les décès programmés soient repoussés le plus loin possible pour que justement les victimes puissent vivre en paix. Parce que c'est ça qu'elles veulent, vivre en paix et être reconnues avant tout. Donc, Mathieu et Girard, je vous laisse le mot de la fin. Alors du coup, moi, merci encore Nicolas vraiment pour cette émission et merci à Gérard. Je vais remercier aussi en particulier, encore une fois, tous les collectifs et associations qui se battent. Je vais préciser qu'il y a une plateforme téléphonique qui s'est créée il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle SOS Effets Indésirables. Alors, je n'ai plus le numéro en tête, mais on l'a partagé, l'affiche sur nos réseaux. Donc, voilà, n'hésitez pas, parce que ils sont vraiment là pour... et c'est que des bénévoles, et je tiens à les souligner, et la féliciter et les remercier encore une fois. Évidemment, citer quelques associations et collectifs qui seront présents. Je sais, on a une autre dose, Verity France, Où est mon cycle, nous-mêmes et tant d'autres, et dire que travaillons tous ensemble, grâce aussi au fait que ce que font Gérard avec Cher à tout cœur et toutes les personnes engagées, c'est aussi, encore une fois, quand on voit la synergie qui fonctionne, on voit que on peut soulever des montagnes. Et je sais qu'au fond de moi, on y arrivera. On y arrivera à avoir cette reconnaissance et cette aide médicale et que les choses bougent derrière, sincèrement. Voilà, en tout cas, moi, je souhaite le meilleur à chacun et chacune. Bravo encore une fois à toutes les victimes qui se battent au quotidien. On lâchera rien, comme on dit chez nous. Et puis, je vous souhaite une très belle soirée. Et puis, meilleurs vœux et surtout la santé à chacun et chacune qui écoutera cette émission et qui écoute cette émission. Merci encore, Nicolas. Je vous en prie, Mathieu. Gérard, le mot de la fin. Le mot de la fin, je vais terminer sur quelque chose. Je vais relever quelque chose qu'on vous a parlé, le sang. Le sang, évidemment, oui. C'est comme le sang contaminé. Mais il y a peut-être pire que ça. C'est-à-dire que dans les couples, il y en a qui s'interrogent sur un vacciné et un non vacciné. Et là, il y a une terrible interrogation. Parce que là, ça peut faire exploser la familiale complète si ce qu'on présume est avéré. Vous voyez ce que je veux dire ? Si je peux me permettre, Gérard, de rebondir, quand j'en ai discuté avec Jean-Marc Sabatier et Estelle Fougère dans le cadre de leur ouvrage Covid long et effets indésirables, la question des relations intimes entre partenaires, l'un qui est vacciné et pas l'autre, fait que ça peut provoquer quelque chose. Alors à ce moment-là, parce que moi je suis pas du tout de la partie, j'y connais rien,
enfin j'ai quelques notions des uns et des autres, mais je ne suis pas expert, je vous invite à vous rapprocher des scientifiques que je viens de nommer pour leur poser la question directement et trouver des alternatives pour ça. Parce que moi, je ne suis pas du milieu. Moi, je fais les relais, les connexions des uns avec les autres. Voilà. Mais après, pour le reste, je préfère que vous vous rapprochiez. Et comment dire, nous sommes dans une guerre de l'information. Donc, il faut toujours prendre du recul et, je dirais, pas être parano, mais être méfiant, être vigilant, être prudent et avoir plusieurs sons de cloche, quel que soit le sujet. Donc, moi, ce que je recommande par-dessus tout, c'est aller voir Sabatier, aller voir un tel, aller voir 5 scientifiques, 10 scientifiques s'il le faut, regrouper les informations. Ça, c'est un travail journalistique que malheureusement, je n'ai pas fait concernant le pseudo-décès de Fourtillan. Et j'ai pris une leçon de journalisme. Donc, voilà pourquoi dimanche, il nous en parlera. Mais voilà, ça fait partie du jeu. Donc, voilà. Gérard, je vous ai coupé. Hein, excusez-moi, donc je vous laisse terminer. Il y a quelque chose de très intéressant aussi, c'est que depuis le départ, l'Assemblée nationale n'était pas soumise à la vaccination pour entrer. J'en ai parlé avec M. Dupont-Aignan. C'est même pas une interrogation qu'on peut avoir. Après, bon, il y a des gens qui ont dit que Macron n'était pas vacciné sans pouvoir le prouver. Après, c'est notre histoire. Mais ça, c'est quand même très intéressant. C'est quand même très, très intéressant. Elle n'a pas hésité à vacciner la nation, elle n'a pas hésité à vacciner ses militaires et ses policiers. Mais alors, par contre, les politiques se passent à côté. En attendant, messieurs. C'est tout ce qu'on a à dire pour l'instant. On vous attend tout. On vous attend le 1er avec joie. Mais de toute façon, je reparlerai de l'événement dans les émissions à venir, dès que j'en aurai l'occasion. Merci Mathieu, merci Gérard d'avoir été présents ce soir pour nous parler de tout cela. Merci à tout le public. Et donc, cher public, je vous donne rendez-vous ce dimanche, donc dans 2 jours, à 18h pour une soirée spéciale avec un homme qui était annoncé mort et qui finalement a ressuscité, qui s'appelle Jean-Bernard Fourtillan. Et qui justement va revenir sur toute cette imbroglio, sur son parcours, sur ses alertes, sur ses patchs, sur la Valentoline, sur tout ça. Il répondra aussi à toutes les critiques qui ont eu lieu contre lui. Il y aura une transparence la plus totale, je m'y engage. Je lui ai demandé d'être transparent là-dessus. Il a un franc-parler, je l'ai eu au téléphone. Donc, va y avoir aussi pas mal de punchline, si je puis dire. Voilà, en tout cas, quoi qu'il arrive, à 18h dimanche, il sera avec nous. Je croise les doigts, il sera vivant et en bonne santé. Il y a une vidéo d'Agora TV déjà qui a circulé ces dernières heures, donc vous pouvez déjà avoir un petit aperçu. Ça dure une demi-heure, il est avec sa femme, que je salue également. Et donc à 18h dimanche, soirée spéciale. Donc merci messieurs, Mathieu, Gérard, bonne soirée et à dimanche. Merci à tous.